Bonjour Gérard Larcher. Bonjour Adrien. Merci beaucoup d'être là ce matin. En tant que président du Sénat, votre parole est très attendue en cette 9e journée d'action contre la réforme des retraites. On va en parler. Mais aussi au lendemain de cette interview du président de la République sur TF1 et France 2, il a donné un mandat à sa première ministre. Je le cite, continuer à élargir la majorité autant qu'elle le pourra avec les femmes et les hommes de bonne volonté. Êtes-vous cet homme de bonne volonté? Êtes-vous prêt à participer à cette majorité élargie? Ou du moins votre famille politique, les Républicains? D'abord, nous traversons une crise politique. Cette crise politique, elle est liée à l'absence de majorité pour le président de la République. Elle est liée aussi à une méthode de gouvernance. La sienne. La sienne. C'est une réalité, et je lui ai d'ailleurs dit très directement. Que vous a-t-il répondu? Eh bien, je pense personnellement, moi, qu'on ne construit pas une coalition si on ne le fait pas autour d'un projet et d'un contrat. Et le temps d'écrire le projet ou le contrat, ça s'appelle le lendemain des élections présidentielles ou le lendemain des élections législatives. Donc c'est trop tard, ça ne s'est pas fait, ça ne se fera plus. Nous pouvons travailler autour de textes successifs, mais vous le savez, je suis personnellement pour une ligne qui demeure indépendante, autonome. En effet, naturellement, une ligne d'opposition. Ni la NUPES, ni le Rassemblement national, mais nous avons de profondes divergences avec le président Macron. Vous restez un opposant à Emmanuel Macron? Je reste quelqu'un qui ne se sent pas lié dans la majorité d'Emmanuel Macron, même si j'ai voté pour lui au second tour de l'élection présidentielle. Et pourquoi? Sur la question des dépenses publiques, il a parlé de langage de vérité aux Français. La réalité, c'est que nous sommes dans une situation financière. Le premier président de la Cour des comptes le rappelait devant le Sénat. Et pourtant, c'est aussi pour ça qu'il fait la réforme des retraites, pour équilibrer. Et bien évidemment, voilà pourquoi c'était une réforme indispensable. Voilà pourquoi nous l'avons soutenue. Elle était même inspirée par le Sénat depuis 4 années. Puisque nous n'avons pas la même vision. Jusqu'à aujourd'hui, les choses peuvent évoluer. De la décentralisation et de la confiance qu'on doit donner au territoire. Nous n'avons pas la même vision, sauf le moment venu à nous donner, à retenir un texte qui réponde sur les politiques migratoires. Alors on va parler des des migrations instants. Sur lesquels, alors, je dois dire que la Première ministre va nous rencontrer, va discuter, va échanger. Elle me l'a annoncé dans une lettre que j'ai d'ailleurs lue à la conférence des présidents hier soir. Au Sénat, pour acter, avec les présidents des groupes politiques. Pour acter l'évolution du calendrier, parce que je rappelle que le Sénat devait débattre de la loi immigration. On va en parler, mais je m'arrête juste sur ce que vous venez de dire, parce que c'est très important. Si je comprends bien votre réponse, Gérard Larcher, vous refusez la main tendue par le président de la République. Hier, il dit, on peut les associer, tous ces élus aussi qui ont contribué à soutenir la réforme des retraites, s'ils ont le sens des responsabilités. Vous n'avez pas le sens des responsabilités? Je pense que j'ai le sens des responsabilités. C'est pas au président de la République de me dire si j'ai ou pas le sens des responsabilités. C'est ma conscience politique. C'est mon engagement citoyen et c'est ma responsabilité de président du Sénat. Je suis toujours vers ce qui conduit vers l'intérêt du pays. Et si c'est l'intérêt du pays, naturellement, je suis prêt à débattre, à échanger, à discuter, à retenir un certain nombre de propositions, mais je ne suis pas là pour être le supplétif de quiconque. Alors venons-en à la loi immigration. Vous l'avez dit, vous avez reçu un courrier de la Première ministre. Je précise pour nos téléspectateurs, cette loi avait commencé son parcours parlementaire. Elle devait d'ailleurs être examinée... Elle était adoptée par la Commission. Voilà, elle avait fait une première partie chez vous, dans votre Assemblée, le Sénat, et elle devait ensuite être examinée en séance publique au Sénat, je crois, la semaine prochaine, c'est ça? À partir de mardi. À partir de mardi. Nous devions y consacrer toute la semaine. Finalement, c'est non. Elle disparaît. En tous les cas, elle est retirée à aujourd'hui. Hier, la conférence des présidents a été très claire. Elle est d'accord pour qu'elle soit en l'état retirée, mais elle ne peut être que reportée, et il n'est pas question, pour la conférence des présidents, c'est l'immense majorité de la conférence hier soir, d'un texte qui soit saucissonné, comme cela a été évoqué le midi par le président de la République, parce qu'une politique migratoire, c'est un ensemble. Il y a naturellement, j'allais dire, les contentieux, le fonctionnement administratif, il y a les questions d'intégration qui sont importantes, il y a résoudre des problèmes comme l'asile, le regroupement familial, la question des étudiants, la question du travail et des quotas de travail. On ne va pas examiner un texte qui porte sur une politique globale
En plusieurs bouts. Mais vous dites, comme ça a été évoqué par le président, je vais même aller plus loin que vous, je me permets, le cabinet de Gérald Darmanin, hier, a fait savoir qu'il y aurait certainement un projet de loi et plusieurs propositions de loi parlementaires avec des dispositions uniques. Les propositions de loi parlementaires, je rappelle que ça ne dépend pas a priori des ministres ni du gouvernement, mais de l'initiative du Parlement. Il est bon de rappeler quelques fondamentaux. Je ne peux que donner hier soir la position de la conférence des présidents du Sénat. C'est un texte, là aussi, comme les retraites, indispensable, qui doit être débattu sur le fond et qui doit apporter des réponses, y compris parce que les politiques migratoires, nous le voyons bien, ne sont pas aujourd'hui maîtrisées et que dans le silence, en même temps, on assiste toutes les nuits ou toutes les semaines à des noyades dans la Manche ou dans la Méditerranée. Ça, c'est contraire aussi à mes valeurs. Le gouvernement, le président font ça parce qu'ils veulent sauver cette loi, justement. Ils craignaient qu'en l'état, elle ne puisse pas être adoptée, votée par le Parlement. Attendez, je prends mes responsabilités. C'est moi qui ai évoqué dimanche soir avec le président de la République la nécessité qu'un texte aussi important devait être examiné dans des conditions apaisées. Or, et donc reporté. Mon sentiment, c'est que la semaine prochaine, je ne suis pas encore certain que les conditions de l'apaisement pour examiner un texte qui porte sur des sujets fondamentaux, y compris le droit d'asile, qui est une valeur fondamentale, nécessite un examen par le Parlement apaisé. Ça veut dire que vous ne croyez pas à cette idée qu'on puisse voter certaines lois avec la droite, certaines lois avec la gauche, et donc là, en l'occurrence, certaines dispositions découpées avec la droite et d'autres avec la gauche? Écoutez, le passage en slalom est sans doute un exercice intéressant pour les skieurs, mais je pense qu'en politique, il faut de la cohérence, du courage. Nous avons vu que nous avons pu adopter un certain nombre de textes. Il n'y a pas aujourd'hui. Un certain nombre de textes sur l'énergie. Sur le nucléaire, je pense que nous allons aboutir dans le cadre d'une commission mixte paritaire. Nous avons avancé sur un certain nombre de textes, mais je pense que ça n'est pas qu'une tactique. Il faut des projets, il faut des textes dont nous dégageons ensemble que c'est l'intérêt général du pays. Alors là, à chaque fois que c'est l'intérêt général du pays, je pense que les Républicains, en tous les cas, une majorité d'entre eux, et en tous les cas, le Sénat sera toujours sur la ligne de l'intérêt général du pays. C'est la position aussi de la majorité sénatoriale. Le président de la République, hier, a aussi souhaité qu'il y ait moins de textes de loi et des lois plus courtes. Est-ce que là, ce sont pour vous des solutions pour sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes? Moins de textes de loi, avec la présidente de l'Assemblée nationale, nous sommes parfaitement d'accord. Je vais prendre un exemple. En 10 ans, par texte successif, le code de l'urbanisme a augmenté de 40%. Et nous voyons bien que nous sommes entrés dans une ère de la complexité, de l'incompréhension, avec des lois qui sont de moins en moins comprises par les citoyens, évidemment, mais aussi par ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre. Je pense particulièrement aux élus locaux sur l'urbanisme. Et ça, nous le partageons. Des textes plus courts, naturellement, à la condition qu'on ne procède pas par examen à la découpe. Il y a des sujets qui nécessitent des grands textes, parce qu'une politique migratoire, c'est une politique globale. Mais si on dit moins de lois ou des lois plus courtes, Gérard Larcher, ça peut aussi vouloir dire moins de propositions de loi ou moins d'amendements des parlementaires qui parfois enrichissent, si on est positif, ou allongent la loi. Vous savez, j'ai dit un jour que le droit d'amendement, c'était comme le droit de grève. C'était un amendement, c'était un droit fondamental. Je pense qu'il faut aussi qu'au niveau du Parlement, d'ailleurs dans la volonté de simplifier ce qui est l'issue de la loi, qui s'appelle des normes parfois, nous allions, j'allais dire, plus en direct. J'ai d'ailleurs lancé une réflexion au Sénat face à la multiplication du nombre d'amendements, notamment sur les lois de finances. Cette réflexion, elle est en cours, et nous n'avons pas attendu, j'allais dire, les récents événements pour nous poser des questions. Mais il y a donc aussi un effort à faire du côté des parlementaires, pas que du côté du gouvernement. Tout ça est partagé. Sur la suite, le président de la République a aussi dit qu'il demandait à la Première ministre, je le cite encore, de bâtir un programme législatif et de gouvernement en lien avec les présidents de l'Assemblée et du Sénat. Une co-construction d'un agenda parlementaire avec les deux chambres. Encore une fois, vous êtes directement concerné. Est-ce que ça veut dire que votre rôle d'aujourd'hui est différent de votre rôle d'hier ? Non, je pense que la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat
ont une responsabilité particulière. Mais je rappelle que dans chacune de nos assemblées, nous avons des groupes politiques, nous avons des commissions. Et il va appartenir au président des groupes politiques et au président des commissions, eh bien, dans ce dialogue voulu par le chef de l'État, dans ce dialogue voulu et confirmé par un courrier hier soir de la Première ministre, eh bien, naturellement, nous sommes toujours prêts à un dialogue, à chaque fois que ça nous paraît l'intérêt du pays. En aucun cas, nous ne fermons la porte, mais nous le faisons dans la clarté, dans le débat. Il ne s'agit pas que le président du Sénat, je ne répondrai pas pour une autre chambre, vienne en disant « mais je me suis mis d'accord sur ». Non, je veux partager avec les groupes politiques, et notamment la majorité sénatoriale, mais pas que la majorité. Donc ce ne sera pas décidé dans un triangle à 3, Premier ministre, président des 2 chambres. C'est pas ce que vous souhaitez? Non, ce que je souhaite, c'est vraiment... Attendez, une assemblée, hein, c'est 348 sénateurs qui, au-delà de leur sensibilité, représentent les territoires. Et au travers des territoires, les citoyens. Je pense que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Tout doit être sur la base d'un projet et une forme de contrat, y compris texte par texte. Alors, sur le fond, on a quand même une idée de ce que peut être ce contrat, ce projet. Le président de la République, hier, il a parlé du plein emploi, de l'ordre républicain, de ce qu'il a appelé les progrès pour mieux vivre. Dedans, il met l'école, la santé, l'écologie aussi. Tout ça, ça vous va? Écoutez, nous allons avoir un texte travail. Ça m'amène à penser que ce texte de travail, il doit porter, bien sûr, sur les questions d'emploi, d'insertion dans le monde du travail. Nous allons sans doute avoir à gérer la question que nous avons abordée à l'occasion de la réforme des retraites sur les seniors, notamment. Nous avons aussi à traiter demain de l'accord interprofessionnel, de l'accord qui a eu lieu. Sur le partage de la valeur, la manière de mieux rendre aux salariés. Qui a eu lieu entre les représentants des entreprises et les représentants des syndicats sur le partage de la valeur. Tous ces sujets-là, c'est des sujets sur lesquels nous devons être attentifs, écouter et construire. Hier, en revanche, on n'a pas évoqué, on n'a pas entendu dans la bouche du président la question des institutions. On sait que ça fait plusieurs mois qu'il veut ouvrir ce chantier. Il a d'ailleurs échangé avec vous à ce sujet. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que le moment est venu, ou au contraire impropre, à toucher à nos institutions? Écoutez, le président de la République s'était engagé en l'automne dernier à faire une grande loi de décentralisation. Nous y travaillons au Sénat depuis octobre dernier. Hier matin, nous avions d'ailleurs une réunion du groupe de travail que je préside et qui rassemble tous les groupes politiques. Aller plus loin sur la décentralisation, sur la déconcentration, sur la différenciation, c'est répondre à des questions, j'allais dire, très directes de la vie quotidienne des citoyens. Quelle est la responsabilité des institutions? Pour vous, ça n'est pas la seule. Ça n'est pas la seule, mais c'est le premier sujet. Pour le reste, les évolutions à caractère constitutionnel, moi je suis quelqu'un de pragmatique. C'est très bien de débattre de très grandes idées. Avons-nous une majorité des 3/5 pour adopter des réformes à caractère constitutionnel? Elles n'ont de sens. La réponse est non. Elles n'ont de sens que si c'est pour retrouver la confiance. Parce que il y a une crise politique qui n'est pas que la crise de la réforme des retraites, qui est une crise politique de défiance, qui est la marque des fractures, qui cristallise des mécontentements. Retrouver la confiance. Comment faire vivre la démocratie représentative? Comment aussi écouter les citoyens au travers d'une part de démocratie participative? Tous ces sujets-là méritent débat. Encore faut-il une majorité des 3/5, parce que notre Constitution n'y touche pas. Comme ça. Et j'ai toujours dit qu'on n'y touchait que d'une main tremblante. Dans nos institutions, Gérard Larcher, il y a un point qui a crispé ces derniers temps. C'est ce 49.3 qui permet à l'Assemblée nationale, ça ne concerne que l'Assemblée, de faire passer une loi sans vote, qui a été utilisée sur la réforme des retraites, qui certainement a remobilisé certains manifestants et qui est incompris par les Français. Est-ce que c'est un outil, le jour où l'on touchera nos institutions, qu'il faudra conserver ou qu'il faudra supprimer? D'abord, c'est un outil constitutionnel qui a été mis en place en 1958, j'allais dire, pour être capable, au nom de l'intérêt de la nation, de dépasser les crises. Et l'utilisation qui en a été faite, elle avait été faite.
elle avait été faite, cette utilisation, 99 fois. Absolument. Eh oui, depuis 1958. Est-ce que nos compatriotes savent que la réforme, notamment de la CSG, qui voudrait mettre aujourd'hui en l'air la contribution sociale généralisée, sur laquelle se construit une partie de notre modèle social en termes de financement, a été adoptée par un 49.3. Donc vous dites que ce n'est pas un si mauvais outil. C'est un outil qui engage bien sûr la responsabilité du gouvernement, mais c'est un outil qui est inscrit dans la Constitution. Nicolas Sarkozy en avait réduit la potentialité d'usage dans la réforme constitutionnelle de 2008 en le limitant en dehors des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale à un seul texte. Et ça convient comme ça. J'allais dire session. Et je pense que il faut pas non plus. On a mis le 49.3 comme une espèce de référence sacralisée. Oui. 49.3, c'est un outil constitutionnel pour avoir une politique. Je rappelle qu'il y a eu un vote. Et je rappelle que dans ce vote, d'ailleurs, 41 républicains n'ont pas voté la censure. Oui, et d'autres l'ont fait, en effet. Mais 41 votre famille politique, aujourd'hui, est très fracturée. Oui, ma famille politique, les députés sont divisés. Les sénateurs sont rassemblés et les militants sont déboussolés. C'est comme ça que je définirai la situation, mais je continue à croire à ce que notre famille politique, elle est importante pour, un jour, offrir une alternative aux Françaises et aux Français. Est-ce qu'il ne faut pas aussi clarifier, y compris au sein de votre famille politique, est-ce qu'il n'y a pas des gens aujourd'hui, ceux qui typiquement ont voté la censure, voire ont voté la motion de censure du Rassemblement national, qui doivent quitter votre parti? Écoutez, naturellement, voter la censure est un acte grave, est une manière, me semble-t-il, de mêler ses voix d'un côté avec la NUPES, de l'autre côté avec le Rassemblement national. Je dois dire, quand j'ai vu M. de Courson acclamé par la NUPES, je me suis un peu interrogé. Naturellement, il appartient aux dirigeants de ma famille politique d'en tirer un certain nombre de conséquences. Et si les choses devaient se répéter, naturellement, je pense qu'il faudrait en tirer toutes les conséquences. Et ça veut dire exclure certains des élus concernés? D'en tirer toutes les conséquences dans les instants du mouvement. Mais si les gens continuent à avoir une telle attitude, je ne vois pas comment on peut continuer à vivre ensemble. Je souhaite qu'on continue à vivre ensemble, mais pas n'importe comment. Il faut savoir si nous avons un certain nombre de valeurs, de projets que nous avons en commun ou pas. Vous connaissez aussi très bien, Gérard Larcher, les partenaires sociaux. Vous avez été en charge du travail au gouvernement par le passé. Hier, il y a eu des réactions très vives, et de Laurent Berger pour la CFDT, de Philippe Martinez pour la CGT. L'un parle de mensonge, l'autre de mépris. Est-ce qu'il est encore temps pour le président de la République de renouer avec les syndicats? Qui va devoir mettre de l'eau dans son vin? C'est au président de changer ou aux syndicats d'accepter? C'est indispensable de renouer avec les partenaires sociaux. Et pas simplement les représentants des salariés, mais aussi d'avoir des contacts plus confiants avec les représentants des entreprises. Ça fait 6 années que le dialogue social est faible dans ce pays. Ça fait 6 années que quelque part les conditions d'un dialogue qui repose sur une base de confiance n'a pas été possible. Eh bien, c'est d'ailleurs une des faiblesses dans l'approche de ce texte. Mais vous savez, les responsabilités sont aussi partagées. Mais il est indispensable de renouer le dialogue social. La loi travail m'apparaît être l'occasion indispensable, d'autant plus que dans la loi travail, elle ne peut s'engager, me semble-t-il, qu'après l'utilisation approfondie de l'article 1er du Code du travail, qui fait qu'il y a, au préalable, confier au dialogue social une part de préparation du texte. Et moi, j'y tiens beaucoup. C'est peut-être une faute d'auteur, puisque j'étais le ministre en charge. Qui l'a introduit. Non, mais qui l'a introduit dans le Code du travail. Gérard Larcher, il y a quand même une question. Une fois qu'on dit qu'il faut renouer le lien, c'est qui fait le pas? Qui fait le premier pas? Hier, le président de la République a une formule qui a fait bondir les syndicats quand il dit « Je regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé de compromis ». Est-ce que c'était à eux de le faire ou est-ce que c'était au gouvernement de trouver les voies de l'apaisement et de l'accord? Moi, je pense que c'est aux responsables de l'exécutif, comme aux responsables du Parlement, d'abord de tendre la main.
Personnellement, je continue à avoir des contacts, y compris dans les moments difficiles, avec les partenaires sociaux. Il ne faut demander à personne de venir à Canossa. Je pense que le dialogue, c'est le respect des uns et des autres. À un moment, le gouvernement, le Parlement décide, mais le dialogue social préalable qui va au fond m'apparaît indispensable. Le président a aussi évoqué des chantiers sur des mesures plus précises. Tout à l'heure, on évoquait le programme sur le fond. Il y a l'idée d'une contribution exceptionnelle aux entreprises qui font des profits exceptionnels et qui le reverseraient à leurs salariés. On l'évoquait tout à l'heure. Il y a la notion du RSA aussi. Il y est revenu. C'est un sujet que la droite a aussi souvent évoqué. Il dit aller chercher les bénéficiaires du RSA. Bon, ça a fait réagir aussi des associations qui dénoncent ces propos en disant qu'il laisse entendre que d'une certaine manière, il y en a qui profitent du système, ce que la droite a pu aussi dire. Sur ces sujets-là, est-ce que vous serez en soutien ? D'abord, sur la question du partage de la valeur, j'y reviens, parce que c'est un sujet très très important. Le gaulliste que je suis, il est attaché à la participation et à l'intéressement. Et je pense qu'on doit aller plus loin sur ces sujets. Donc là, vous serez au rendez-vous. Et je pense que les salariés peuvent être choqués par le rachat par des entreprises de leurs propres actions. Donc je crois que sur le sujet, mais il y a longtemps que je le pense. Sur le RSA ? Sur le RSA, quel est l'objectif du RSA ? C'est d'apporter un soutien, un revenu de solidarité, mais dans la perspective de quoi ? De réinsérer vers le travail, vers l'insertion sociale, se contenter du RSA, et qu'il y ait un équilibre droit, devoir, qu'il y ait un équilibre d'accompagnement, que cet accompagnement se traduise par un certain nombre d'heures d'engagement dans la formation. Tout ça m'apparaît tout simplement l'indispensable accompagnement qu'il faut faire pour ceux qui sont les plus en difficulté. Gérard Larcher, aussi aujourd'hui, on voit des blocages, des pénuries d'essence, des poubelles qui s'entassent dans certaines villes comme à Paris, voire des violences certains soirs dans certaines rues. Est-ce que vous attendez aussi du gouvernement de la fermeté, des réquisitions, des interventions de force de l'ordre où le moment social ne le permet pas ? Vous savez, la légitimité vient des urnes. Le droit de manifester et le droit de grève est constitutionnel, donc légitime. La violence, l'appel à l'insurrection, c'est illégitime. Et là-dessus, l'État de droit doit simplement faire appliquer les principes. Dans une démocratie, l'État de droit doit l'emporter sur toute autre forme, et notamment la violence. Merci beaucoup Gérard Larcher d'avoir été notre invité ce matin pour cet entretien, je crois, très important. Beaucoup de sujets de fond qui vont encore compter. On en reparle bien sûr dans le temps de l'info avec Elisabeth Martichoux dans quelques instants. Très bonne journée sur LCI.